Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette annexe de cours 12, Maths 0600 hiver 2021, et j'aimerais revenir un peu sur cette histoire de transvection, plutôt de composé de deux transvections, qui se révèle être un exercice pas si simple que ça. Ok. Donc voilà, donc j'aimerais revenir là-dessus. Alors ce que j'affirmais la dernière fois, donc pendant le cours, donc on a vu que le polynôme caractéristique de cette matrice, rappelons-le, était de la forme x-1 au cube, et donc on pouvait s'attendre à ce que cette chose soit une transvection. Okay. Bon, il se trouve que c'est pas tout à fait une transvection dans le sens habituel, puisque ce qu'on trouvait, c'est que on avait un vecteur, en fait on n'avait qu'une droite invariante dans notre affaire, alors que pour les transvections que nous avons vues jusqu'à maintenant, il devait s'agir d'un plan. Donc normalement quand on fait des transvections, on joue sur un hyperplan, d'accord. Donc dans le plan, dans R2, c'était juste une droite, dans R3 c'est un plan. Et là, on avait une droite invariante, donc c'était pas tout à fait la même affaire que les dernières fois qu'on a parlé de transvection. D'accord. Donc on se retrouvait avec une droite ayant pour vecteur directeur le vecteur 1, 1, 2. Ok. Donc je voulais revenir là-dessus parce que c'était pas finalement un exercice super évident de déterminer la transformation associée à cette chose. Mais il y a tout de même un moyen de le faire, et j'aimerais le faire avec vous là, juste pour montrer que c'était assez faisable en s'inspirant de ce qui se passe pour les transvections. Donc, pour mettre en avant qu'on a affaire à un composé de deux transvections, en fait, on va jouer sur le fait que on va essayer de montrer en fait que notre transvection, enfin notre transformation, peut s'écrire sous la forme de U plus U scalaire un certain, je sais pas, on va dire un certain V1 fois N plus U scalaire V2 fois W. On va essayer de montrer ça. Alors, je vais mettre des constantes, juste pour dire qu'on pourrait... Je suis peut-être pas obligé de mettre des constantes, en fait. Je vais peut-être pas mettre de constantes. Mais voilà, j'aimerais essayer de mettre en avant que si je fais... Enfin, que cette transformation peut s'écrire sous cette forme. Okay. Alors, pour montrer que ça peut s'écrire en effet sous cette forme, et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la transformation un petit peu associée à celle-ci, qui est T' moins identité. Alors d'ailleurs, au passage, le fait d'avoir pu écrire notre transvection de cette manière-là signifierait que met en avant que en fait cette transformation c'est bien la composée de deux transvections, parce que en fait on peut entre guillemets voir, modulo certaines choses, que si je prends une première transvection qui serait peut-être de ce genre-là, et puis une autre transvection qui serait avec ce genre de produit scalaire, eh bien, on va avoir une transformation qui est de ce genre. Je vais faire un calcul dans un instant, je vais faire le calcul tout de suite peut-être, comme ça au moins on est d'accord. Donc si je prends, disons par exemple que si je prends T1 de U comme étant U plus U scalaire V fois N, bon ça je pense que je ne vais pas avoir trop peur de ce qui se passe. Je vais peut-être pas mettre les mêmes noms juste pour qu'on soit... Donc je vais mettre A et B, avec A et B qui sont orthogonaux l'un avec l'autre. Et puis T2 de U comme étant U plus U scalaire un certain vecteur C et un vecteur D. Donc là j'ai un C aussi qui est orthogonal à D. Bon, si je fais le produit, si je fais la composée des deux transvections, donc si je fais T1 de T2 de U, et bien ce que je vais avoir, c'est que j'ai U, donc U plus, disons que là je fais T2 d'abord, je fais T2, donc j'ai U plus U scalaire C fois le vecteur D, ok,
plus, et ensuite je dois faire le calcul, donc je dois avoir U scalaire, non pardon, U plus U scalaire C fois D, c'est des vecteurs hein, bien sûr, scalaire B, scalaire A, fois le vecteur B. Ok, alors maintenant je rassemble un petit peu ce qui se passe, donc là ce que j'ai c'est U plus U scalaire C fois D, plus, et puis je développe, hein, donc là si je développe, ce que j'obtiens c'est que j'ai, donc là j'ai U scalaire D, donc j'ai U scalaire D fois le vecteur B, en développant, ah non, pas U scalaire D, U scalaire A, pardon, U scalaire A plutôt, donc j'ai U scalaire A, ok, ça marche, et puis j'ai U scalaire C, D scalaire A, donc plus U scalaire C, D scalaire A fois le vecteur B. Donc là, je viens de développer cette partie-là, ok, en faisant attention à la linéarité du produit scalaire et à la linéarité d'autres petites choses. Donc j'obtiens ça, et puis bah, je vais rassembler par rapport à U scalaire C, hein, donc on voit qu'il y a des choses que je vais pouvoir rassembler. Donc on va avoir U plus, donc là les U scalaire C, on a très envie de les mettre ensemble, bah, on va les mettre ensemble, donc j'ai U scalaire C fois le vecteur D plus D scalaire A fois B, et puis plus, et ce qui me reste c'est ce terme-là, U scalaire A fois B. Et donc là, en ayant fait ce calcul, bah, je pense que vous êtes convaincu que là, en fait, c'est un vecteur. Donc là, si vous voulez, vous pouvez identifier par rapport à ce que nous avons ici. Le vecteur C serait le vecteur N1, V, pardon, V1. Le vecteur que nous avons ici, entre parenthèses, parce que ceci c'est un vecteur, le vecteur que nous avons ici, ce serait le vecteur N. Le vecteur que nous avons ici, le A, ce serait U2, V2. Et le B, bah, ce serait le vecteur W. D'accord, donc on peut réidentifier, en effet, quand je fais la composée de deux transvections, nous avons une expression similaire à celle-ci. Ok? Bon, voilà, donc ça met bien en avant que si on a une composée de deux transvections, on a affaire à cette expression, et si on a affaire à cette expression pourrait s'écrire sous la forme d'une composée de deux transvections, puisqu'on peut retrouver, si on veut, les vecteurs correspondants. Là déjà on a le vecteur C, on a le vecteur A, on pourrait retrouver les vecteurs B et D, puisque B c'est ce vecteur-là. Et puis comme, donc après il faut trouver le vecteur D, alors là trouver le vecteur D ça demande peut-être un petit peu plus de boulot, mais les vecteurs A et B sont connus, donc on devrait pouvoir le retrouver. Ok. Bon. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre davantage, mais sachez que voilà, si on a affaire à une composée de deux transvections, ça peut s'écrire sous cette forme. Bon, et donc ce que je disais, c'est que je vais m'intéresser à la transformation, que j'ai mal écrit, la transformation T' comme étant T moins identité. Si je fais ça, bah, T' de U, c'est donc tout ce qui reste. U scalaire V1 fois le vecteur N, plus U scalaire V2 fois le vecteur W. Ok? Bon. Et puis, donc cette transformation c'est bien, et puis bah, je peux donner sa matrice, hein, la transformation, j'ai la matrice, donc la matrice c'est en fait faire la matrice moins l'identité. Si je fais la matrice moins l'identité, donc ça c'est N, et bah, ce que j'obtiens c'est moins 1.4, moins 1.2, moins 2.2, 0.2, moins 0.4, moins 1.4, et puis 0.6, 0.8, 1.8. Ok. Et cette matrice, bah, elle est de rang 2. Hein, donc cette matrice est de rang 2, pourquoi? Bah, parce que l'image de n'importe quel vecteur peut s'écrire en fonction de deux vecteurs n et w, et que n et w, j'ai oublié de le mentionner tout de même, n et w forment une famille libre. D'accord?
Donc c'est quand même, enfin ça doit être important. Donc j'ai oublié de le mentionner, mais il faut que n et w forment une famille libre. Donc si elles forment une famille libre, ben voilà, on a affaire à une matrice de rang 2. Qui dit matrice de rang 2 dit que les images, comme je viens de le dire, c'est ça, hein, très bien. Et si en effet je regarde les éléments qui peuvent s'écrire comme n et u, et n et w, enfin quelque chose fois n et quelque chose fois w, ce que je pourrais faire, c'est me rendre compte que j'ai affaire à un plan. D'accord? Donc cette chose-là serait un plan. Ok? Alors si je veux trouver un plan, l'équation d'un plan, pour trouver l'équation d'un plan, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder deux vecteurs colonnes, et puis s'ils ne sont pas collinaires l'un par rapport à l'autre, je peux faire leur produit vectoriel. Ok? Si je fais ce produit vectoriel, je devrais pouvoir trouver un vecteur qui est normal, et donc un vecteur normal, alors quitte à peut-être faire quelques manipulations, je peux trouver un vecteur normal assez simple, et une fois que j'ai ce vecteur normal, je vais pouvoir choisir un vecteur n et un vecteur w qui pourraient convenir. Une fois que j'aurai le vecteur n et le vecteur w, il resterait à trouver les vecteurs v1 et v2, et on va pouvoir conclure. Ok? Alors sachez que si je donne une solution, il y en a peut-être d'autres. D'accord? Puisque ces choix, c'est pas... En fait, tout se joue à des constantes près. Et donc, si je joue sur ces constantes près, il y a peut-être moyen de trouver d'autres vecteurs qui conviennent. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder déjà les deux premières colonnes. Et je remarque que les deux premières colonnes ne sont pas collinaires l'un par rapport à l'autre. Puisque ici, il faudrait faire x3, alors que ici, il faudrait faire x-7. D'accord? Donc, il n'y a pas de collinarité entre ces deux vecteurs. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le produit... Alors, pour me simplifier la tâche, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 10. Et je vais faire donc le produit vectoriel, puis je vais enlever les moins. Le produit vectoriel de 14, 12, 22, avec 2, bon là les moins je peux les laisser, moins 4 et moins 14. Ok, donc j'ai fait x10 à chacun des vecteurs. Ces vecteurs restent des vecteurs qui pourraient être directeurs du plan. D'accord? Puisque là, cette famille-là est une famille libre. Enfin, une famille formée par ces deux colonnes. C'est une famille libre. Donc, je calcule ce produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel, rappelons, j'enlève la première colonne et je fais le déterminant de ce qui reste. Donc là, je vais avoir 12 fois moins 14, moins, donc plus, 4 fois 22. Ensuite, le suivant, j'enlève la ligne du milieu, et en enlevant la ligne du milieu, je fais le déterminant, mais je n'oublie pas de mettre un moins. Donc là, je vais avoir 4 fois, donc j'ai un moins, 14 fois moins 14, puis ensuite, moins 22 fois 2. Très bien. Et puis le dernier, j'enlève la dernière ligne, et je fais encore une fois un déterminant sans mettre de moins, là, j'ai pas de problème. Donc je vais avoir moins 14 fois 4, moins 12 fois 2. Voilà, ça va donner un vecteur qui est peut-être très grand, mais vous allez voir qu'on devrait trouver un vecteur qui va être beaucoup plus simple que celui qu'on va trouver, parce que là, celui qu'on va trouver est assez gros. Donc, il va falloir faire un peu de calcul. Maintenant, 12 fois 14, donc 12 fois 14, 10 fois 14, ça fait 140, et 2 fois 14, ça fait 28, 140 plus 28, ça fait 168, si tout va bien. Ouais. 168, donc j'ai moins 168 plus 88. Pour le suivant, là il y a des moins partout, donc ça va devenir plus. Là j'ai 14 fois 14, 14 au carré ça fait 196, plus 44. Et enfin le dernier, je vais avoir 14 fois 4, donc 14 fois 4 ça va, ça fait moins 56. Donc 4 fois 4, 16, 4 fois 1, 4 et un 5. Et puis ici, nous avons moins 24. Très bien, puis je simplifie, je termine mon calcul, je simplifie. Donc là, si je fais moins 88 à ce truc-là, j'obtiens 80. Moins 80. Ici, en faisant le calcul, j'obtiens donc 10. Je retiens 1, 20 et 4, 24. Donc j'obtiens ça. Et puis le dernier, j'obtiens moins 80. Et voyez par vous-même que ce vecteur, finalement, je peux le ramener à quelque chose de beaucoup plus simple, puisque je peux mettre 80, enfin moins 80 si je joue en facteur, et un vecteur qui ressort, c'est 1, moins 3, 1.
Ben, ce vecteur-là, il va être assez important, puisque ce vecteur-là, il est donc orthogonal au plan formé par les colonnes de cette matrice, puisque les images, en fait, qui, j'ai affirmé, s'écrivent en fonction de n et de w, ben, en fait, ces vecteurs aussi décrivent tous les éléments qu'on pourrait avoir comme image, puisque je vais juste vous faire une petite parenthèse là-dessus, pour mettre en avant ce que je suis en train de dire là. Je vais passer ça. Hop. Voilà. Donc je voudrais juste mettre en avant ce que je suis en train de dire là. C'est que si je fais t' de x, y, z, je vous rappelle qu'une transformation linéaire a une très bonne propriété, c'est qu'elle dépend essentiellement des images de sa base. Donc c'est-à-dire que je peux écrire x fois t' de 1, 0, 0, plus y fois t' de 0, 1, 0, plus z fois t', 0, 0, 1. Or, les différentes images, ça correspond exactement aux colonnes. Donc c'est-à-dire que j'ai x fois le vecteur moins 1.4, moins 1.2, moins 2.2, plus y fois le vecteur 0.2, moins 0.4, moins 1.4, et puis plus z fois le vecteur, le dernier, 0,6, 0,8, 1.8. Mais ce que je vous ai affirmé, c'est que cette transformation t', je peux l'écrire en fonction de n et w. C'est-à-dire que je peux écrire que c'est la même chose que u scalaire v1 fois n plus u scalaire v2 fois n fois w. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, le vecteur que je viens d'obtenir est orthogonal au plan formé par ces vecteurs-là. Et donc, s'il est orthogonal au plan formé par ces vecteurs-là, alors il est donc orthogonal normalement à celui-ci, on va le vérifier dans un instant, et il est donc orthogonal aussi au vecteur n et w qu'on chercherait. Ok? Donc, je vais vérifier tout de suite que le vecteur w, puisque comme je suis en train de l'affirmer, je suis en train d'affirmer que les vecteurs s'écrivent en fonction, que les images s'écrivent en fonction de deux vecteurs. Donc là, ici, je vais l'écrire en fonction de trois vecteurs. Si je veux que ce soit vrai, il faudrait que cette famille soit liée. Autrement dit, les deux premiers vecteurs, c'était clair qu'ils étaient libres. Il faudrait que le troisième s'écrive en fonction des deux autres. Ok? Et pour montrer que ce troisième s'écrit en fonction des deux autres, je vais jouer sur le fait que ça doit appartenir au plan. Donc autrement dit, que le produit scalaire de lui avec lui fait 0. Et bien on va le faire tout de suite. Donc si je fais 0,6, 0,8, 1.8, et que je fais le produit scalaire avec 1, moins 3, 1, et bien ce produit scalaire vaut 0,6, moins 3 fois 0,8, plus 1.8. Ça fait moins 2.4. La somme des deux ici, 0,6 plus 1.8, ça fait aussi 2.4. Donc en effet, le produit scalaire vaut 0. Et donc ceci me permet bien d'affirmer, de confirmer que le rang de la matrice était bien de rang 2, comme on l'avait affirmé un petit peu avant. Je le reconfirme grâce à ce calcul. Ok. Bon, alors maintenant qu'on a un vecteur normal, on va être capable maintenant de choisir des vecteurs n et w qui conviennent, qui peuvent convenir. Parce que qui conviennent, c'est peut-être un bien grand mot, mais qui peuvent convenir. Parce que si je prends un couple n et w, il se peut qu'il y ait un autre couple qui fonctionne. Ok, on va voir, si j'ai le temps, on va le voir. Si j'ai pas le temps, bah, je l'écrirai peut-être dans le PDF, mais bon. Donc, PDF, il va falloir que je remanie, puisque finalement, ce que j'ai fait dans le PDF était encore incorrect. Donc, voilà. Alors, donc maintenant que j'ai ce vecteur, bah, il faut deux vecteurs qui sont orthogonales à celui-là. Et bien, il se trouve qu'on en connaît déjà un. Il se trouve qu'on en connaît déjà un, puisque nous avions, et vous vous demandiez peut-être à un moment donné, à quoi sert ce vecteur 1, 1, 2 qu'on a trouvé comme droite invariante? Et bien justement, ce vecteur 1, 1, 2, il est orthogonal à ce vecteur-là. Donc, hop. Si je fais le produit scalaire du vecteur que je viens de trouver avec le vecteur 1, 1, 2, qui était le vecteur directeur de la droite invariante, pour la valeur propre 1, et bien ceci va faire 0, puisque j'ai 1, moins 3, plus 2. Et donc ça marche. Okay, donc ce que je peux faire, c'est que je peux choisir comme étant, enfin, comme
enfin, je peux choisir n comme étant le vecteur 1, 1, 2. Rien ne m'en empêche. C'est pas la seule possibilité, je le répète, on va le voir dans quelques instants, une autre possibilité. Enfin, si j'espère en avoir le temps. Donc, le vecteur n, je choisis ici le vecteur n comme étant 1, 1, 2. Et puis maintenant, il me faut un autre vecteur w qui est orthogonal à 1, moins 3, 1. Alors encore une fois, j'ai le choix. Et pour ce premier choix, je vais faire un choix un peu intelligent, si on veut. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le produit vectoriel des deux vecteurs ici. Ok. Pourquoi je prends le produit vectoriel? Parce que ça peut être intéressant d'avoir une famille orthogonale, d'une part. Et d'autre part, ça m'assure que le dernier vecteur que je vais trouver est bien orthogonal à ce vecteur-là. Ça m'assure que ça marche. Et que la famille que je vais trouver est une famille libre de l'espace. D'accord? Donc c'est ça qui fait que le choix est intelligent de faire comme ça. C'est pas le seul choix, et on va le voir aussi dans quelques instants, que ça ne sera pas le seul choix. Mais voilà. Donc là, je vous propose de faire le choix suivant, de faire le produit vectoriel entre ces deux vecteurs. Donc si je fais le produit vectoriel entre ces deux vecteurs, encore une fois, on recalcule. Donc là, je ne vais pas faire le détail. Mais ce qu'on va obtenir, c'est donc moins 7. Si je ne m'abuse, moins 1 et 4. Ok, donc ça me donne, bon, si on veut, on peut, pour éviter de se taper trop de moins, on peut choisir de prendre W, donc disons qu'on prend W comme étant le vecteur 7, 1, moins 4. Et en ayant choisi ce W, je suis sûr que les vecteurs N et W forment une famille libre, donc ils ne sont pas collinaires l'un par rapport à l'autre, et que ce vecteur-là est orthogonal à celui-là. Tout va bien. Bon. Ok, alors maintenant que j'ai choisi mes deux vecteurs, là, N et W, donc W qui vaut 7, 1, moins 4, ce que j'affirme, c'est qu'on va pouvoir trouver les vecteurs V1 et V2. Alors, je vais effacer un peu ce que je viens d'écrire, faire de la place, donc je vais garder ça, par contre, ça j'en ai besoin. Et comment je vais faire pour trouver mes vecteurs V1 et V2? Je vais mettre des constantes, bêtement. Donc je vais dire, voilà, V1 s'écrit alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et puis V2 s'écrit bêta 1, bêta 2, bêta 3. Et donc je vais regarder l'image de chaque élément de la base. Donc si je regarde T' de 0, T' de 1, 0, 0, T' de 1, 0, 0, si je regarde la matrice, c'est juste la première colonne, donc ça va être moins 1.4, moins 1.2, moins 2.2. Et puis si je regarde l'expression que j'ai ici, alors on peut remarquer que 1, 0, 0 scalaire V1, ça fait bêta 1, et que 1, 0, 0 scalaire V2, ça fait... Alors pourquoi j'ai dit bêta 1? C'est alpha 1. Donc scalaire V1, ça fait alpha 1. Scalaire V2, ça fait bêta 1. Et donc ce que j'obtiens, c'est que ce truc s'écrit alpha 1 fois le vecteur 1, 1, 2, plus bêta 1 fois le vecteur 7, 1, moins 4. Et comme nous avons affaire à un plan, il existe un alpha 1 et un bêta 1, un unique alpha 1 et bêta 1, puisque cette famille est libre aussi, qui va satisfaire cette égalité-là. Alors il reste à résoudre, donc si je cherche à résoudre, je vais avoir alpha 1 plus bêta 1, 7 bêta 1 qui doit être égal à moins 1.4. Et puis je vais aussi avoir que alpha 1 plus bêta 1, c'est égal à moins 1.2. Très bien. Alors si je fais la soustraction des deux, si je fais ligne 1 moins ligne 2, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la première composante. Donc ça c'est en x. D'accord? Juste pour que vous vous repériez par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc là je suis en train de regarder ce qui se passe en x, puis regarder ce qui se passe en y, et dire que c'est égal. Donc là si je fais la soustraction des deux, j'ai que 6 bêta 1 s'écrit moins 0,2. Ok, et donc que bêta 1, c'est égal à moins 0,2 sur 6. Maintenant que j'ai bêta 1, je peux trouver alpha 1. Et puis pour trouver alpha 1, donc
Donc bah, je vais mettre lui de l'autre côté. Donc j'ai alpha 1 qui est égal à moins 1.2 plus 0.2 sur 6. 1.2, enfin si je multiplie par 6, ça fait 13.2, donc j'obtiens moins 13.2 plus 0.2 sur 6, donc ça fait moins 13 sur 6. Ok, donc là ce que je viens de trouver alpha 1 et bêta 1 que je vais tout de suite remplacer. Donc alpha 1 vaut, on vient de trouver moins 13 sur 6, et bêta 1 on a trouvé moins 0,2 sur 6. Voilà, et puis je continue, je regarde l'image maintenant de... Donc on refait le calcul, mais cette fois-ci on fait l'image de 0, 1, 0. Donc si je fais l'image de 0, 1, 0, je dois obtenir la deuxième colonne. Pardon. Donc je dois obtenir la deuxième colonne, et si j'obtiens la deuxième colonne, bah pareil, j'efface ici. Donc 0, 1, 0, 0, 1, 0. Vous aurez compris que là je vais obtenir alpha 2, bêta 2. C'est pas pour rien que j'ai indicé comme ça. Donc ici je vais avoir alpha 2, bêta 2. Donc alpha 2, bêta 2. Alpha 2, bêta 2. Donc alpha 2, bêta 2. Donc là, alpha 2 plus 7 bêta 2, je dois avoir 0,2. Et si je fais juste plus bêta 2, ça va faire moins 0,4. Du coup, 6 bêta 2, puisqu'on peut refaire la même opération, hein. Donc 6 bêta 2, je fais lui moins lui, donc ça va faire 0,6. Et donc bêta 2 égale... Donc bêta 2 égale 0,1. Et si bêta 2 égale 0,1, pour que ça marche, il faut que alpha 2 soit égal à moins 0,5. Donc alpha 2 égale moins 0,5. Au passage, j'ai oublié de le faire pour alpha 1 et alpha 2. Mais normalement, la dernière composante vérifie la même équation. Hein. Si vous n'en êtes pas certain, je vais le faire ici, en tout cas pour alpha 2, bêta 2. Mais pour alpha 1, bêta 1, ça marche aussi. Hein. Donc pour alpha 2, bêta 2, eh bien, moins 0,5 fois 2, ça fait 1. Et 0,1 fois moins 4, ça fait moins 0,4. Donc, moins 1, moins 0,4, ça fait bien moins 1,4. La dernière composante, ça marche. Et tout ça, ça vient du fait qu'on sait qu'on travaille dans un plan. D'accord? Donc je ne vais pas revérifier, mais normalement on peut le revérifier si on veut, que à chaque fois, les alpha 2 et bêta 2 sont bien les bons, parce qu'on peut vérifier que la dernière composante marche aussi. Ok? Donc, là je viens de trouver alpha 2, bêta 2, que je vais remplacer. Donc alpha 2, on a dit alpha 2 vaut moins 0,5, et bêta 2 égale 0,1. Il reste un dernier calcul à faire, donc. Hop. Donc le dernier calcul, c'est avec la dernière composante, 0,01 fois le... Donc ça doit faire le vecteur 0,6, 0,8, 1,8. Et de l'autre côté, ça doit faire, bon, vous l'aurez compris, alpha 3 fois le vecteur 1, 1, 2, plus bêta 3 fois le vecteur 7, 1,4. Donc encore une fois, je vais avoir alpha 3 plus 7 bêta 3 est égal à 0,6. Alpha 3 plus bêta 3 est égal à 0,8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6 bêta 3, donc je fais lui moins lui, ça fait moins 0,2. Que j'ai écrit une bêtise. A priori bon. Ok, donc j'ai moins 0,2, donc ça fait bêta 3 égale moins 0,2 sur 6. Donc bêta 3 est étrangement égal à bêta 1, bon, d'accord. Et du coup le alpha 3, je l'obtiens en prenant par exemple cette équation, donc alpha 3, c'est égal à 0,8 plus 0,2 sur 6. Si je fais x6, ça fait 4,8, donc je dois faire 4,8 moins 0, plus 0,2 sur 6, donc ça va faire 5 sixièmes. Donc ce que j'obtiens ici, j'ai 5 sixièmes et voilà, et moins 0,2 sur 6.
Et donc voilà, j'ai trouvé mes vecteurs V1 et V2 qui conviennent. Du coup, j'ai déterminé entièrement ma transvection, enfin ma composée de deux transvections. Je viens de la déterminer entièrement. T de U, ce serait U plus U scalaire, le vecteur V1 qu'on a trouvé être égal à moins 13 sur 6, moins 0,5, 5 sixièmes, fois le vecteur N. Donc le vecteur N qu'on peut même préciser si on veut. Donc le vecteur M c'est 1, 1, 2. Plus U, donc U scalaire, le deuxième vecteur qui est moins 0,2 sur 6, 0,1, moins 0,2 sur 6, fois le vecteur 1, moins 3, 1. Et j'ai pas besoin de m'amuser à revérifier l'image d'un élément. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais j'ai pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a fait tout pour que les images de chaque élément de la base donnent bien le bon résultat. Si on sait que chaque élément de la base donne bien le bon résultat, eh bien, linéarité, hein, et ça marche. Ok? Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Ok? Bon, alors comme je l'avais mentionné, si je changeais les vecteurs que j'ai choisis comme étant N et W, eh bien ça va changer un petit peu le calcul, mais à la fin on va trouver un résultat qui marche aussi. Alors je vais le faire, d'accord? Donc je vais effacer là. Ok. Et puis je vais garder le résultat que nous avons là sous la main. Mais je veux juste vous montrer que c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas un truc super facile. Ok. Donc, hop. On sait de toute façon que le vecteur, ça c'est une certitude, puisque ça ne change pas, la matrice ne change pas. La certitude c'est que le vecteur 1, moins 3, 1 est le vecteur orthogonal au plan engendré par les vecteurs qui sont ici en jeu. Okay, donc ça ne change pas. Donc ça signifie que les vecteurs qu'on doit choisir, de toute façon, doivent être orthogonaux à ce vecteur-là. Alors rien ne m'aurait empêché de prendre le vecteur n comme étant 3, 1, 0, et le vecteur w comme étant le vecteur 0, 1, 3. Parce que ces vecteurs-là sont bien orthogonaux à ce vecteur, et les vecteurs n et w forment bien une famille libre. D'accord? Donc rien ne m'aurait empêché de faire ça. Alors je vais faire ça, vous allez voir, je vais encore avoir des calculs, et vous allez voir que je ne vais pas trouver le même résultat. Mais pourtant, les deux choses que j'aurai entre parenthèses donnent la même chose. Ça va être assez dingue, hein? Donc si je prends... donc là, je vais, au lieu de les appeler n et w, je vais peut-être... Il faudrait que je donne juste un autre... je sais pas quel nom je peux donner. Disons, bon tant pis, on va pas se casser la tête, on va mettre n' et w'. Ok? Donc si j'appelle n' et w' ces nouveaux vecteurs, bon maintenant il faut que je refasse un calcul afin de déterminer les composantes. Donc si je fais, donc je prends v1' comme étant un nouveau alpha 1, alpha 2, alpha 3, je me permets de les rappeler de la même manière parce que, enfin alpha 1, alpha 2, alpha 3 et bêta 1, bêta 2, bêta 3, parce qu'on les avait entièrement déterminés dans le cas précédent, et que je vous ai bien fait comprendre qu'on ne devrait pas avoir le même résultat, donc les alphas que je viens d'écrire ne seront pas les mêmes que ceux de tout à l'heure. Donc V2', bêta 1, bêta 2, bêta 3. Ok, alors bon c'est reparti pour un tour. Si je fais T' de 1, 0, 0, bon je dois toujours obtenir lui. Ça ne change pas. Et puis la formule, ce qui va changer, c'est en fait les alpha 1 et alpha 2 qu'il faut trouver pour que la combinaison linéaire que j'écris à présent, donc 3, 1, 0, plus alpha 2 fois le vecteur 0, 1, 3. Là, ce qui change, c'est que... oui, c'est pas alpha 2, c'est bêta 1. Ce qui change maintenant, c'est exactement ces choses-là, les équations qu'on va devoir résoudre. Là, grâce à ce choix de vecteur, qui est peut-être moins évident, je ne sais pas, parce que là, ce choix de vecteur, il est lié aux hyperplans. Je vous refais penser aux équations d'hyperplans qu'on avait vues il y a un moment de cela, c'était dans le cours 9.
et qui s'est étendu un peu sur le cours 10. J'avais parlé des équations d'hyperplan et j'avais dit que pour trouver des vecteurs directeurs d'un hyperplan, il suffisait de jouer comme ça, avec AI, moins AI plus 1 et puis mettre des zéros, des choses comme ça. Si on joue comme ça, on est sûr d'avoir des vecteurs qui sont directeurs et qui forment une famille libre. Là, c'est le cas, hein, parce qu'il y a des zéros qui sont à des endroits différents par rapport aux endroits où il n'y a pas de zéro. Okay, donc, bon. Bref. Je vous fais cette aparté, c'est juste pour vous dire, bah voilà, j'ai pu choisir un autre type de famille libre, et cet autre type de famille libre ne va pas me donner les mêmes vecteurs. Alors là, il se trouve que ce choix de vecteur est quand même plutôt pas mal, parce qu'on va pouvoir trouver alpha 1 et bêta 1 très rapidement. Quand on regarde la première ligne, 3 alpha 1, ça doit être égal à moins 1.4. Donc ça signifie que alpha 1 est égal à moins 1.4 sur 3. Et puis bêta 1, de la même manière, ça doit être égal à moins 2.2 sur 3. Ok? Et puis bah, si on n'est pas convaincu, il faut vérifier que si je fais la somme des deux, puisque c'est ce que dit ce calcul, si je fais la somme des deux, je dois trouver 1.2. Alors voyons, si je fais moins 2.2 moins 1.4 divisé par 3, j'obtiens moins 3.6 divisé par 3, et en effet, ça me donne moins 1.2. D'accord? Donc là, ce que je viens de faire, c'est alpha 1 plus bêta 1, juste pour m'assurer que c'est bien égal à moins 1.2. Donc ça marche, tout va bien. Donc voilà, j'ai mes premières composantes. Et bon bah comme vous le voyez, les équations sont assez simples, donc je vais pouvoir très vite retrouver les valeurs ici. Donc moins 1.4 divisé par 3, moins 2.2 divisé par 3. Et puis bah, les autres, je vais les avoir aussi de la même manière. Hein. Donc je vais tout de suite répondre, je ne vais pas faire tout le détail, vous pouvez le faire vous-même pour vérifier, mais si je fais si je fais pas tout le détail et que j'utilise cette remarque en disant bah en fait il faut que je prenne lui divisé par 3, lui divisé par 3 pour avoir les deux vecteurs, bah, le premier divisé par 3, donc ça va faire 0,2 divisé par 3, et puis lui, ça va me donner moins 1.4 divisé par 3. Et ici, donc 0,6 divisé par 3, bon là ça fait 0,2, et 1.18 divisé par 3, ça fera 0.6. Et voilà mes vecteurs V1' et V2' qui fonctionnent. Et donc, une autre expression de ma transformation serait U plus U scalaire, le vecteur, donc ce vecteur V1', donc moins 1.4 sur 3, 0.2 sur 3 et 0.2, fois le vecteur 3, 1, 0, plus U scalaire, le vecteur moins 2.2 sur 3, moins 1.4 sur 3, 0.6, fois le vecteur 0, 1, 3. Et voilà le résultat que nous obtenons. D'accord? Et encore une fois, les expressions coïncident. D'accord? Pourquoi? Bah parce que on a fait les calculs pour que les éléments de la base fonctionnent, pour que les images des éléments de la base fonctionnent. Et pourtant, les expressions que nous avons ici donnent l'impression qu'on n'a pas la même chose. Et pourtant, ce que j'ai mis entre parenthèses de chaque côté, bah ça va donner le même résultat. Peu importe le vecteur que vous prenez. Vraiment, peu importe le vecteur que vous prenez. Ça peut être super étonnant, mais je vous invite très fortement à vous lancer à faire un calcul. Ok? En prenant un vecteur U, vous prenez un vecteur U et calculez ce qu'il y a ici entre parenthèses. Donc peut-être prendre un truc multiple de 6, mettez 6 fois un vecteur que vous voulez, comme ça on a les 1/6 qui s'en vont. Et puis là pareil, vous mettez 6 fois un vecteur que vous voulez, comme ça les tiers dégagent également. Eh bien, je vous assure que ce que vous allez obtenir la même chose en haut et en bas. Pourquoi? Parce qu'on a tout fait pour que les éléments de la base donnent les mêmes résultats. Ok? Donc c'est loin d'être évident, hein, d'accord, de faire des études de ces transformations-là. Okay. Je pense que je ne poserai pas vraiment de questions là-dessus. Juste, j'aimerais que vous reteniez. Je ne vous poserai pas de questions au sens où je ne vous demanderai pas d'aller jusqu'à faire une description vraiment entièrement par vous-même de ce genre de transformation. S'il y a ce genre d'études de transformation, peut-être avec des sous-questions, des choses comme ça, peut-être, mais bon, j'en ai pas trop la certitude. Peut-être en bonus, je ne sais pas.
Voilà, on verra bien. Mais sachez que voilà, vraiment, c'est pas une étude de transformation si facile que ça. Ok. Je pensais, moi au départ, qu'il fallait qu'il y ait une question d'orthogonalité, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, les vecteurs que je peux choisir ici, je peux les choisir. Pourquoi j'ai mis celui-là d'ailleurs j'ai écrit une bêtise. Ouais. Donc ici, c'est pas ce vecteur, c'était 7. J'étais en train de me dire, bah oui, j'ai pas mis le bon vecteur ici. Donc c'est 7, 1, moins 4, comme je crois que j'avais choisi. J'espère que ça va pas jouer sur mes calculs. Faudra vérifier, mais j'espère que ça va pas dû jouer. Je pense pas, parce que j'avais quand même joué avec 7 et tout ça, donc je pense pas. Mais bref, en tout cas, voilà les calculs, ces calculs, donc là c'est ce vecteur-là. Donc ces calculs doivent donner vraiment la même chose. Maintenant que j'ai bien mis le bon vecteur, hein, parce que bon, si c'est pas le bon vecteur, ça marche pas. Voilà. Bah écoutez, je vous invite vraiment à essayer de faire les calculs par vous-même, vérifier que ça colle, ok. Et puis, à l'occasion, peut-être on refera, je proposerai un autre exercice, on refera une autre transaction de ce genre. D'accord? Maintenant que j'ai bien expliqué comment ça marche, peut-être dans les exercices supplémentaires, juste pour refaire un coup ce genre de choses, qui finalement est quand même assez bien sympathique. Et puis bon, j'aimerais quand même vous faire remarquer que la première expression qu'on a trouvée est plutôt sympathique parce que les vecteurs qui sont en jeu sont orthogonaux les uns par rapport aux autres. Donc ça peut avoir une certaine utilité d'avoir ça. Et le deuxième a une utilité pour la détermination des vecteurs V1 et V2, puisque les vecteurs V1 et V2, on les a trouvés très facilement. D'accord? Donc tout dépend des vecteurs qu'on choisit au départ pour générer l'espace, le plan ici qu'on aimerait. D'accord? Donc c'est vraiment pas... Voilà. Bon, je pense, je vais commencer peut-être à radoter ou à faire des choses comme ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu en questions-réponses ou des choses comme ça si le besoin est. Je vais modifier également le PDF, puisque le PDF actuellement, j'expose une solution qui ne marche pas. D'accord? Donc je vais remodifier pour réexposer une solution qui fonctionne et vous parler vraiment de cette manière-là d'écrire les choses. Comme quoi il y a deux façons qui existent pour décrire les transvections de ce type, les composés de transvections de ce type. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine peut-être, un bon courage pour cette fin de session qui s'enclenche. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous donc.